Bien, bonjour à tous. Il est 12h44, un petit peu de retard, c'est vrai. Mais nous allons quand même nous mettre dans le ZCL. On va recevoir dans un instant le maire de Petit-Bourg, le nouveau maire de Petit-Bourg, puisque nous avons décidé dans le ZCL de recevoir les nouveaux élus pour des vœux. C'est David Nebon qu'on salue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ensuite, on recevra Magali Marcin, qui est délégué au numérique à la jeunesse à Ville des Abîmes. Marie-Claude Pernel sera aussi avec nous, le président de l'association pour la promotion du cinéma pour les Antilles Guyane. On va recevoir en fin d'émission Edmond Crater, qui est un musicien guadeloupéen, un artiste complet qui vit en France depuis quelques années. Il sera avec nous pour présenter ses dernières productions. Et puis, comme tous les lundis, on terminera avec Jean-Luc Divial. Mais tout de suite, quand même, les vœux qu'on va célébrer, puisque nous sommes en début d'année. Bons vœux à tous les Guadeloupéens qui nous regardent ici en Guadeloupe et ailleurs. C'est la forme qu'on a pris aujourd'hui. Voilà, merci donc à tous ceux qui nous regardent. On leur souhaite de bons vœux, surtout la santé. Nous savons que c'est indispensable en pays là, ça surtout dans ces moments de difficulté. Alors je voulais dire, on recevra successivement plusieurs jeunes maires, enfin quand on dit jeunes maires, nouveaux élus, la dernière mandature, et on a choisi le maire de Petit-Bourg, David Nebon, qui a remplacé l'actuel président du conseil départemental, David Nebon. Presque un an, 18 mois, quel est votre premier bilan de cette mandature? Non, presque un an. Je ne suis maire que depuis 6 mois. 6 mois, oui, je sais. Le bilan de la mandature, celle qui a commencé depuis mars 2020 avec Guy Losbar, c'est celle de la poursuite d'un projet. Maintenant, effectivement, depuis 2 ans, nous sommes tous face à une situation difficile à gérer, une situation qui fait naître aussi de nouveaux besoins dans notre société. Donc, un bilan positif que nous estimons, mais cela dit, la situation nous emmène à corriger un petit peu le tir et à revoir certaines de nos orientations, certaines de nos priorités. Aujourd'hui, après 6 mois d'exercice en qualité... Vous êtes le plus jeune maire de la Guadeloupe en ce moment. Ah, je n'avais pas fait le calcul. Mais oui, okay, 6 mois de mandature, c'est le plus jeune élu. D'accord. En termes de durée de mandature, oui, tout à fait. En termes de durée de mandature, oui. C'est un exercice très intéressant, même dans cette période difficile de crise sociale, crise sanitaire. Particulièrement en ce temps-là, nous voulons adresser nos vœux à la population parce que cette période nous pousse au questionnement, au doute. Et il est vrai que les vœux adressés pour cette année 2022 sont particuliers parce que nous disions auparavant santé, ce sont des mots qui étaient presque banalisés. C'est ça. Banalisés. Pour le dire, comme on dit. Et aujourd'hui, c'est devenu essentiel. C'est essentiel. Donc, le maire que je suis souhaite effectivement de la santé à nos concitoyens, mais cette santé aussi, elle va de pair avec les précautions que nous prendrons pour éviter que nous soyons affectés. Le maire que je suis de Petit-Bourg aujourd'hui veut s'adresser à une population qui, après des mois d'exercice difficiles, puisque nous traversons la crise sanitaire... Elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Nous traversons aussi une crise sociale qui n'est pas terminée, et donc forcément qui a un impact sur une population. Et nous voulons rassurer nos concitoyens de Petit-Bourg, leur disant que nous sommes présents et que nous mettons tout en œuvre, justement, pour pouvoir redynamiser une organisation administrative, une organisation municipale au service de la population. Alors, j'ai entendu le Premier ministre français dire il y a 2 jours que le télétravail allait de nouveau, j'ai envie de dire, sous la table. Est-ce que dans votre administration, au niveau de votre commune, ça va être le cas, ou alors est-ce que vous attendez vraiment le pic de la 5e vague, si pic il y a?
Alors, nous attendons le pic de la cinquième vague. C'est vrai que elle paraît être incontournable. Hein. Oui. Les chiffres sont en train d'évoluer en Guadeloupe. Le télétravail, oui, c'est une des solutions qui permettent d'éviter que nos services sanitaires soient paralysés. Cela dit, le télétravail ne doit pas conduire non plus à une réduction du service public que nous devons à nos concitoyens, et le télétravail ne doit pas non plus exclure une partie de nos concitoyens qui sont loin du monde numérique. Oui. Et puis surtout, le télétravail ne doit pas non plus être un facteur de stress pour ceux qui sont désormais conduit à travailler à la maison. C'est un exercice qui n'est pas facile. Nous, à Petit-Bourg, nous organisons les choses depuis l'an dernier. Nous nous sommes dotés aussi en matériel et nous avons répondu à l'appel à projet Europe-État pour nous permettre justement d'avoir du matériel numérique à mettre à la disposition de notre personnel. Ce sont des dispositions avec d'autres, bien sûr, qui sont prises pour que nos agents soient en sécurité tout en étant au service de la population. Alors, la chance, j'ai envie de dire, pour votre commune, c'est que votre commune est complètement connectée. 100% fibre, c'est l'une des rares, avec peut-être les abîmes, qui est en train d'arriver, mais enfin qui ne sont pas encore à 100%. Oui, tout à fait. Alors, nous l'avons dit hein, avec notre partenaire Orange, hein, lorsque en 2018 ce partenariat a commencé, il fallait que nous puissions travailler vite. C'est important d'être un territoire entièrement numérisé parce que ça nous permet de développer de nouveaux services en direction de la population, mais ça permet aussi à une population d'être de plus en plus connectée, puisque même si nous connaissons les limites aussi d'un système trop numérique, mais nous savons aussi tout l'avantage qu'il peut y avoir et pour le monde culturel, le monde associatif, mais aussi le monde professionnel. Et comme Petit-Bourg veut vraiment devenir un bassin d'emploi, nous comptons justement sur le développement du numérique à Petit-Bourg pour que de nouvelles entreprises s'y installent. Alors justement, parlons un petit peu d'entrepreneuriat, puisque Petit-Bourg est à la fois proche de Jarry, mais concurrente de Jarry. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une sorte de conurbation entre la zone commerciale de Jarry et ce qui se passe à Petit-Bourg, puisqu'on a l'impression que Petit-Bourg est en train, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'attaquer Jarry. Non, nous sommes complémentaires. Jarry, c'est la grande zone industrielle au départ, grande zone industrielle aujourd'hui devenue la plus grande ville commerciale de France, paraît-il, la plus grande zone industrielle. Absolument. Petit-Bourg est complémentaire. Nous voulons développer de l'aménagement dans le respect des principes durables. Hein. Et puis, surtout, nous avons une zone de Colin qui s'est bien développée. Nous sommes très sollicités par d'autres chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui veulent s'y installer. Donc, nous avons un grand projet de réalisation d'une zone artisanale et industrielle à Rougeole. Hein. Nous avons ouvert... Ce sera un deuxième pôle. Ce sera un deuxième pôle qui n'aura pas les mêmes caractéristiques, hein, puisqu'avec un aspect commercial moins développé, puisque nous voulons que le bourg soit justement cette zone que nous allons développer avec une énergie qui sera lancée par le développement du port, c'est-à-dire l'ouverture sur la mer avec de la restauration sur l'aménagement du littoral, et avec effectivement une urbanisation qui est améliorée, des dents creuses qui sont traitées et un renouvellement de certains quartiers, tel que c'est le cas sur le bourg, le long de la ravine 11h, en développant des structures économiques, en développement des espaces qui seront mis à la disposition de certains jeunes, que nous allons recevoir d'ailleurs la semaine prochaine. Un contrat civique aussi à Petit-Bourg ? Alors oui, les contrats civiques, effectivement, permettent aux jeunes de pouvoir rentrer en contact avec l'activité professionnelle, découvrir des métiers et en même temps accompagner nos services sur des problématiques liées à l'environnement, à la sécurité. Donc voilà, ce sont des jeunes qui ont été recrutés la semaine dernière pour cela. Mais nous voulons aussi permettre aux jeunes de s'exprimer vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est pour cela que nous
nous créons des espaces pour cela le long de la ravine 11h. Nous aurons donc des locaux qui vont recevoir des activités de restauration ou de vente artisanale. Et nous sommes déjà approchés par quelques jeunes que nous allons rencontrer, pouvoir installer à cet endroit. Nous allons rénover la place de la mairie de Petit-Bourg, qui permettra. Le Lambie va disparaître ou va rester la Conque de Lambie? Non, nous allons déplacer. Oui. Alors, cet objet-là, effectivement, qui est l'emblème de Petit-Bourg, sera déplacé sur un site maritime, justement. Et il aura encore... Plus en regard avec l'objet, en fait. Absolument, oui. Tout à fait, absolument. Oui. Donc, à la place, on va retrouver donc un local qui va recevoir de nouvelles activités commerciales, artisanales et de restauration sur la place publique, vraiment. Alors, l'autre intérêt de Petit-Bourg, c'est que, on est en début d'année, mais il faut le dire, c'est que vous avez une zone verte assez importante, aussi importante que Sainte-Oise, qui est une des plus grandes communes de la Guadeloupe, et Petit-Bourg aussi est bien doté à ce niveau-là. Absolument. Petit-Bourg est la ville qui bouge, mais elle n'a pas pour autant renoncé à son caractère de verdure. C'est le poumon vert de la Guadeloupe. Et nous avons, avec le Parc national, justement, signé une convention pour poursuivre l'accompagnement des deux structures sur la préservation, mais surtout la valorisation de nos espaces. Donc, nous retrouverons le parc avec nous. Nous allons créer un espace d'accueil sur Petit-Bourg pour vendre, justement, tous les atouts de ce territoire en développement touristique vert, qu'il s'agisse de tourisme extérieur au tourisme local. Le territoire de Petit-Bourg est vert et c'est pour ça que nous accueillons plusieurs familles qui viennent d'ailleurs, de Guadeloupe, des Abîmes, de Gosier ou autres, et qui viennent habiter à Petit-Bourg parce qu'il y a une qualité de vie. Nous sommes attachés à cela, donc nous ne renonçons pas à ce caractère naturel et nous voulons nous doter de plus de moyens et d'organisation pour préserver ce territoire-là. Du point de vue touristique, quels sont en dehors de la nature les atouts même de Petit-Bourg? Alors, je pose la question parce que quelquefois, on a le sentiment que la plage de Viard n'a pas le développement souhaité. Elle a été, c'est vrai, souvent ravagée par les sargasses. Le bord de mer n'est pas en état. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Alors, notre volonté, c'est véritablement d'axer le développement de Petit-Bourg sur justement l'aménagement de son littoral. C'est vrai que Petit-Bourg a souvent donné le dos à la mer. Oui. On s'est intéressé à l'intérieur des terres. Notre volonté, véritablement, la plage de Viard, projet que nous avions réalisé, fait partie justement dans le cadre du plan océan de la région, d'un aménagement qui va être réalisé. C'est une plage effectivement victime des sargasses. C'est une situation dramatique. Aujourd'hui, nous recevons effectivement des sargasses à la fois du territoire de Petit-Bourg, oui. Mais la préfecture a voulu aussi que cette plage-là reçoive aussi les algues transportées depuis Goyave et Capesterre. C'est un sujet pour nous. Nous ne renonçons pas pour autant au projet d'aménagement avec la région. Oui. La région. Sur le plan du développement du centre-ville, nous avons réalisé la première tranche du port. Nous allons réaliser un aménagement pour pouvoir recevoir de la restauration sur la place Sarraut, dans le prolongement de la place Sarraut, parce qu'il s'agit pour nous aussi de prolonger la place Sarraut jusqu'à l'école de voile, la base nautique qui est réalisée et qui est en exercice sur la pointe Abacus. Il s'agit pour nous ensuite de valoriser un espace de loisirs en verdure, mais aussi un espace agricole avec des agriculteurs de Petit-Bourg, mais aussi avec des familles qui souhaitent y exercer de l'activité agricole pédagogique pour les écoles, pour les lycées, pour les collèges, et faire de sorte que nous ayons une forme d'alliance de l'activité nautique et de l'activité en pleine terre, et qui sera un atout touristique sur le site de la Pointe Abacus. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il y aura un hôtel à Petit-Bourg? C'est l'objectif. L'objectif de Petit-Bourg, c'est de pouvoir justement développer un certain nombre d'activités, permettre qu'il y ait une offre d'activités pour qu'il y ait par la suite une énergie de promoteurs qui installent effectivement l'offre d'hébergement. Oui.
Du golf, on n'en parle plus. Ce n'est pas l'actualité, le golf. Le golf il a été d'actualité quand même. Oui. Ce n'est pas l'actualité du jour. Le golf est une des pistes, justement, pour pouvoir réaliser de l'offre d'hébergement et qu'il y ait une énergie créée par le tourisme sur Petit-Bourg. Et sans, comme disaient les anti-golf, sans atteinte à l'environnement et aux terres agricoles de Petit-Bourg, parce que c'était ça la question. Hein. Oui, mais on y a toujours répondu. Peut-être qu'on n'a pas répondu de la bonne manière, mais c'était un projet qui était pratiquement dans la préservation des zones agricoles. Il faut quand même se rappeler que le plan local de l'urbanisme de Petit-Bourg a ouvert plus de 200 hectares à l'activité agricole plutôt que de réduire les zones agricoles. Dernièrement, vous avez remis des clés à des gens, enfin Petit-Bourg, des nouveaux locataires, de nouveaux propriétaires de maison. On sait que sur le littoral, il y a eu beaucoup de difficultés avec la mer, avec les éboulements. Est-ce que ce problème-là va être résolu? Parce que les gens se posent encore des questions là-dessus. Absolument. On y travaille. C'est un dossier qui est très important pour nous élus parce qu'il s'agit là vraiment de préserver des vies. Alors, il a fallu beaucoup de pédagogie, de rencontres, pour pouvoir l'expliquer, le faire comprendre. Parce que nous sommes là quand même face à des gens qui ont vécu des années, qui ont vécu toute leur vie, qui sont nés là. Et qui n'ont pas envie de partir. Et qui n'ont pas envie de partir parce qu'ils le disent, ils ont une belle vue, Yoni l'en met là. Donc voilà. Donc, sauf que ce sont des zones fragiles. Oui. Donc on a à peu près 80 logements qui sont affectés par ça et nous avons 41 habitations véritables qui doivent faire effectivement l'objet d'une relocalisation, c'est-à-dire d'une implantation ailleurs de ces familles-là. C'est délicat ? C'est un sujet délicat, oui. Nous y travaillons sérieusement parce que nous assumons en toute responsabilité nos fonctions et nos missions. C'est délicat, ce n'est pas la raison pour laquelle nous devons reculer. La pédagogie, elle sert. Et vous l'avez dit, hein, nous avons remis des clés il y a des semaines. C'était le cadeau de Noël de certaines familles. Au préalable, il y en avait 8 autres qui avaient déjà intégré les nouveaux logements que nous proposons dans une zone préservée, une zone qui est développée dans le respect du développement durable. C'est un écoquartier de Saint-Jean. Donc c'est une action délicate, mais menée courageusement. Alors, on va peut-être terminer, mais avant, je voulais quand même vous dire 2 petits mots. Il y a quelques années, j'avais assisté à Petit-Bourg à une sorte de, on va dire, fête des associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations dans votre commune. Absolument. C'est ceux de forme des associations ont un petit peu disparu, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est la Covid ou pas? Je ne sais pas. Mais dans la mesure où vous avez parlé tout à l'heure des assos, il y en a beaucoup à Petit-Bourg, est-ce que ce type de manifestation risque un jour de revenir pour fédérer un petit peu toute cette jeunesse et tous ces gens le tissu associatif qui est assez riche quand même dans votre commune? Absolument, un tissu très riche. Il faut le dire que la démocratie participative, celle qui conduit chaque citoyen à devenir un acteur du développement, un acteur de vie de son territoire, nous oblige, malgré ces 2 années de crise sanitaire, nous oblige à reprogrammer, une fois que nous sortirons de ces situations, reprogrammer des rencontres avec le monde associatif, des rencontres avec les acteurs économiques. Nous avons besoin de rencontres, nous avons besoin aussi que les énergies s'expriment. Le monde associatif de Petit-Bourg est actif, ils sont effectivement affaiblis. Toutes les associations sont affaiblies, pas uniquement sur le plan financier, mais sur la dynamique qui a du mal. L'activité, sur l'activité même. Absolument. Le monde sportif aussi est affecté. Donc maintenant, la municipalité de Petit-Bourg se donnera tous les moyens afin de réactiver tout cela. Effectivement, dès lors que les conditions seront réunies, nous referons ces rencontres avec l'ensemble des associations. Alors, il vous reste 2 minutes pour dire en toute liberté vos voeux à vos concitoyens qui vous regardent, puisque tout cas regardé, va dire bon, est-ce qu'elle met la question chez nous? Donc, je vous donne l'occasion de le faire. Très bien. Je m'adresse vraiment à nos concitoyens pour leur dire que nous sommes aujourd'hui je l'espère sincèrement,
dans une dernière phase d'une crise sanitaire. Nous avons tous été perturbés, nous avons tous été affaiblis. Aujourd'hui, nous devons nous armer de courage, de force, afin de retrouver une vie normalisée. Une vie équilibrée, et que nous leur promettons au sein de cette collectivité que il nous appartiendra de mettre tout en œuvre pour que notre organisation municipale soit encore plus dynamique au service de la population. Donc nous souhaitons à tous beaucoup de précautions pour pouvoir préserver notre santé, beaucoup de bonheur. Ce ne sont pas de vains mots, parce que nous devons rester véatifs. Notre santé compte pour l'équilibre de nos vies. Donc une meilleure santé à l'ensemble des citoyens de Petit-Bourg et de la Guadeloupe. Merci donc David Nebo, il est 13h04. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec Madame Magali Marcin, les délégués au numérique et à la jeunesse de la ville des Abîmes sera avec nous dans un instant. Pas débrancher, restez avec nous. Voilà, il est 13h10, je vous l'ai dit, on va recevoir Magali Marcin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour aux Elle téléspectateurs. est déléguée au numérique et à la jeunesse de la ville des Abîmes. Avec vous, on va parler un petit peu de numérique, bien sûr. Puisque la ville des Abîmes est en train de se numériser. Tout à fait. Je viens de recevoir le maire de Petit-Bourg, ils sont 100% numériques. C'est très bien. Oui, vous n'êtes pas encore tout à fait fibré. On n'est pas, non, parce qu'en fait, Petit-Bourg faisait partie des premières villes, des premières communes, effectivement, fibrées avec Pointe-à-Pitre et Sainte-Anne. On viendra avec vous tout à l'heure. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était hier, bien, le premier déboulé carnavalesque à Pointe-à-Pitre. Alors, les gens qui ne savaient pas étaient un petit peu étonnés de voir Akio, enfin, tous ces groupes-là étaient en la rue là hier. Et tout le monde était content parce que vraiment 2 ans pour retenir au carnaval, on déboulé en la rue La Pointe, à part les déboulés du LKP, du collectif. Et bien là, c'est un vrai déboulé carnavalesque. Et comme toujours, Canal était là, on l'a vu, et regardez avec nous. Effectivement, c'était donc le premier déboulé, pas le dernier. Nous espérons que nous avons l'occasion de voir d'autres encore en pays Guadeloupe, parce que ça nous manquait, c'est vrai, de voir un peu les groupes carnavalesques. Alors, ce n'est pas pour Bastien, vous comme café, on le saura la semaine prochaine. On revient donc à Mme Magali Marcin. Je disais qu'elle est déléguée au numérique et à la jeunesse de la ville des Abîmes. Magali Marcin, merci d'être avec nous. On a beaucoup parlé de la jeunesse ces jours-ci. Qu'est-ce que vous dites sur la jeunesse? Moi, je dis que nous avons une terre de talent en Guadeloupe. Et moi, ce que je dis à la jeunesse, c'est de ne pas hésiter à avoir confiance. Confiance en eux surtout, puisque c'est d'abord ça. Hein, lorsqu'on parle aujourd'hui à nos jeunes, alors nous, en tant qu'adultes, on se rend compte qu'ils ne nous regardent pas dans les yeux. Il y a beaucoup de timidité et il y a surtout un manque de confiance. Et je pense que c'est la première chose qu'ils doivent essayer d'avoir, enfin, rencontrer des professionnels qui peuvent leur redonner confiance en eux. Et déjà, les adultes qui les fréquentent, leur redonner confiance en eux et leur dire qu'ils sont capables de. Il y a beaucoup ça, puisqu'on est très critique envers eux. Mais si on partait de l'autre sens en leur disant, écoutez, vous êtes tout à fait capable, je vais t'aider, je vais t'accompagner. C'est ce qu'on fait aussi au niveau de la vie des Abîmes, aider, accompagner notre jeunesse, puisqu'on a l'intention de faire forum itinérant de la jeunesse avec tous les acteurs qui sont capables, la mission locale,
Pôle emploi et aussi Cap Excellence Entreprise, puisqu'il n'y a pas que le côté trouver un emploi, il y a aussi créer son propre emploi. Et on va le faire dans tous les quartiers de la ville des Abîmes, mais ça commence à partir de la semaine prochaine. Bon, vous êtes bienvenue. Alors, vous avez déjà une petite carrière politique bien remplie. Petite. Oui, ça a commencé avec Ecosabim il y a quelques temps. Fait. Pourquoi vous avez quitté? Parce que j'ai eu des soucis avec la tête d'Ecosabim, à savoir M. Olivier Servat. Vous avez des soucis avec Olivier? Oui, j'ai eu des petits soucis de personnalité avec lui et de méthode. Pourquoi c'est des malcrapes par restant? C'est pas du tout ça. C'est pas du tout un problème de malcrapes. C'est plus un problème de respect envers la femme aussi surtout. Et puis la façon de faire de la politique ne me plaisait pas. Voilà. Donc, je me suis retirée pour effectivement rejoindre l'équipe d'Éric Jalton qui me proposait la jeunesse, puisque je suis jusqu'à maintenant l'élue la plus jeune, l'élue municipale la plus jeune, qui me proposait la jeunesse et le numérique. Et c'est un peu mon dada. Donc, je m'y suis mise à corps et âme. Et puis là, on avance et on continue à avancer pour notre jeunesse abîmienne. Alors, vous êtes aussi à Cap Excellence, il faut le dire. Tout à fait. Et donc, je disais tout à l'heure que du point de vue de la fibre, les Abîmes ont un petit peu de retard. Alors, les Abîmes n'ont pas de retard. Les Abîmes ont commencé au moment où, effectivement, l'État nous a dit... Allez-y, vous pouvez aller pour le déploiement de la fibre. Et on a choisi l'opérateur Orange qui a été sélectionné sur le marché, en fait. Et aujourd'hui, nous sommes à, techniquement, on a 111 armoires installées. Donc, les armoires permettent de connecter chaque prise à chaque foyer. 111 armoires, on a 92 armoires installées sur les 111. Mais l'objectif vous en avez installé combien? 92. 92, il manque quoi? Une vingtaine? Voilà, une vingtaine. Et c'est sur, comment vous expliquer ça? Normalement, l'objectif obligatoire, en fait, l'objectif de l'État, c'est nous donner jusqu'à 2023, fin 2023. Donc, on est quand même bien avancé avec 24 968 à peu près loyers adressables. Adressables, c'est-à-dire qu'après l'installation des armoires, on fait passer un câble en souterrain. Je pense que beaucoup d'abîmés ont vu des jeunes hommes sur le bas-côté avec des rouleaux de câbles qu'ils passent en souterrain dans les égouts pour arriver sur chaque foyer. Et après, on a le raccordable, c'est-à-dire le câble qui arrive dans chaque maison. Aujourd'hui, on a environ 10 000 loyers raccordables, c'est-à-dire que ces personnes, soit elles sont déjà fibrées, soit elles doivent se rapprocher de leur opérateur pour demander si elles sont éligibles. Et majoritairement, elles sont éligibles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais nous avons publié plusieurs communiqués indiquant les rues qui sont désormais éligibles à la fibre. Oui, des fleurs de canne, oui, des indigos, des orchidées. Donc, les personnes qui sont concernées par ces rues, ce n'est pas la ville des Abîmes qui les connectera. Il faut qu'ils aillent voir leur opérateur. Donc, c'est soit aujourd'hui les deux opérateurs qui sont éligibles à la fibre, c'est Canal+, Télécom ou Orange. Donc, ils vont voir cet opérateur ou l'autre. Et ils demandent à être connectés à la fibre, sachant que ça change la vie. Alors, ça veut dire que les zones blanches, parce qu'il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Ça va probablement se diminuer. Mais justement, nous avons fait en sorte de d'abord prioriser les zones blanches. Puisqu'on a le haut débit au centre-ville, on a le haut débit dans plusieurs quartiers de la ville des Abîmes. Mais on avait du très bas débit dans les zones blanches. Donc, Papin, Bouliki, Boivin, Fond-Bambou, vous avez Borico. Vous avez toutes ces zones-là qui sont aujourd'hui chemin de pavé, Chazot, etc., qui sont aujourd'hui fibrées avant des zones comme Grand Camp, Rézé, Pourquoi? C'est un choix. C'est un choix, puisque c'est politique. C'est un choix politique. C'est ce qu'on a demandé à l'opérateur. Pourquoi? Puisque ces personnes-là sont justement lésées. On a du haut débit. Donc, il y a du haut débit et du très haut débit. Avec le haut débit, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc, le très haut débit, il n'avait même pas de haut débit à Bouliki, Papin, dans ces zones. Donc, on a dit, bon, on va prioriser les zones blanches et grises, donc les zones qui n'ont pas un réseau optimal, et on va ensuite aller vers les centres-villes, là où il y a le plus de densité de population, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a encore quelques zones comme Bouliki. Je m'excuse pour les habitants de Bouliki. Oui, je sais, j'allais vous dire ça. Mais Bouliki toujours d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Il y a une partie de Bouliki qui est déjà équipée et il y a une autre qui est en cours d'équipement. Alors, il y a eu le petit souci, puisqu'on devait installer une armoire pendant les 4 semaines de barrage. Donc là, ils vont mettre les bouchées doubles, puisque l'opérateur est constructeur, celui qui met en place les armoires, etc. On est en étroite collaboration avec les services de la ville des Abîmes, le service technique pour l'autorisation de voirie, etc. D'ailleurs, je remercie tous les services qui interviennent dans cette opération et bravo encore pour votre travail. Et derrière tout ça, après,
à Bouliki, partout. À Terrasson aussi, dernièrement, on a installé les... Je sais. Même l'Internet passe très, très, très mal à Terrasson. Surtout la 3G et la 4G. Oui. On va faire en sorte de... Mais ça aussi, c'est beaucoup plus difficile. Quand là-bas en WhatsApp, on ne peut même pas jouer une C'est plus difficile, puisque installer une antenne 4G aujourd'hui, vous savez que c'est très délicat. Une antenne 3G, c'est très, très délicat. Donc, on est plus sur la fibre aujourd'hui et faire en sorte que, justement, ces zones-là soient, entre guillemets, elles sont prioritaires. Elles sont prioritaires. Il y a eu des petits manquements par rapport à... Je vous donne un exemple, une armoire. On veut installer une armoire là, mais la dame est sûre que c'est son terrain. On lui explique que ce n'est pas son terrain. On a eu plusieurs cas comme ça, où les personnes nous ont empêché d'installer l'armoire, puisque ce n'est pas votre terrain, sortez de là. Effectivement, c'est le terrain de la ville des Abîmes. Donc oui, on a le droit. Donc c'était de la médiation, aller vers les personnes, ne vous inquiétez pas, ça ne vous appartient pas. On a le droit d'installer là. Ou si on ne trouvait pas de solution, avec les services de la ville, on déplaçait légèrement l'armoire de 50 mètres. Mais c'est beaucoup de dialogue. De négociation, de médiation. Exactement. Mais alors, on y arrive. Magali Marcin, une fois les Abîmes connectés, on va dire, en fibre, quelle va être la politique de la commune, de la ville, vis-à-vis de ses administrés? Qu'est-ce qui va changer dans nos rapports? Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de dématérialisation? Qu'est-ce qui va changer? Alors, on a déjà une politique. Il faut savoir qu'on a 4 arrobas, et c'est très bien au niveau de ville Internet, c'est-à-dire que c'est une ville qui est reconnue pour les services numériques. Donc, on a déjà une politique numérique bien avant. France Service, c'est chez vous aussi? C'est France Service. On a aussi des antennes France Service qu'on va ouvrir bientôt sur Grand Camp. On a ouvert une sur Chazot. On a plusieurs maisons France Service. Mais ce qui est important, c'est de se dire que la dématérialisation des services, on n'a pas attendu la fibre. Par exemple, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire une demande d'état civil. Vous pouvez tout faire à partir du site abim.fr, qui est d'ailleurs un très beau site qui fonctionne. Parce que beaucoup de mairies... il fonctionne très bien, heureusement, puisque la ville des Abîmes est celle qui a le plus de demandes, puisque tout le monde naît aux Abîmes. Donc, vous imaginez bien que les demandes d'état civil, etc. Et tout ce qui est décès aussi, tout ce qui est ce genre de choses, c'est au niveau de la ville des Abîmes. D'ailleurs, vous avez vu qu'on était un peu débordés durant la grosse crise Covid, et encore félicitations au service d'état civil, puisque je sais qu'ils sont très, très, très débordés. Et derrière ça, après la dématérialisation des services, donc il y a 2 ans, on vous a annoncé qu'on mettait en place une application. Une application qui va vous donner des informations sur la ville. L'application Abîme, vraiment? Pour l'instant, on l'appelait Abîme ma ville dans ma poche. Pour l'instant, c'est le nom qu'on a décidé de lui donner, mais peut-être qu'il y aura encore un brainstorming sur le nom de cette application. Mais cette application permettra justement de signaler les dépôts d'ordures sauvages. Elle permettra de faire en sorte que le service technique, justement, soit complètement connecté. Et aujourd'hui, on fonctionne en WhatsApp ou encore on téléphone pour dire, voilà, il y a telle lumière qui est éteinte, qui ne s'allume pas. Aujourd'hui, ce sera numérisé. Voilà, et ce sera surtout géolocalisé. Puisque, en gros, lorsqu'on dit, la lumière ne s'allume pas, telle chose, avec une géolocalisation, on fait une photo, la rue ne s'allume pas, on voit la géolocalisation, le contact, la personne a contacté pour savoir quel est le problème. Et lorsque c'est résolu, la personne reçoit une réponse, bonjour, le souci est résolu et vive la lumière est revenue. Donc cette application, puisque les services techniques de la ville, vous avez vu l'étendue du territoire, les services techniques de la ville ont plusieurs entrées. Entrée WhatsApp, entrée papier ou une personne qui vient directement au service technique. Donc, on va demander de favoriser l'utilisation de l'application. Comme ça, on aura la majorité des entrées via l'application et le traitement avec un suivi. Oui, mais Marcin, d'accord. Mais vous savez que notre population est vieillissante. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent pas utiliser le numérique. C'est pour cela qu'on met en place des formations pour les personnes moins aguerries. Alors, comment ça va se passer? On l'a déjà fait. On l'a déjà fait, puisqu'on a eu à peu près une 40aine de personnes formées, une personne âgée qui était en lien avec des associations. Donc, on demandait aux associations, celles qui voulaient être formées, par exemple, la sécurité sociale, la CAF, ou même une application Facebook. Il y en a qui ont des comptes Instagram, des comptes Facebook, etc., mais qui ne savaient pas comment créer déjà une adresse email, puisque c'est la première chose qu'il faut créer pour pouvoir se connecter sur ce genre de réseau. On a fait une formation qui a été très, très bien reçue, et on doit relancer plusieurs sessions encore en 2022, 2023, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais, moi j'ai ma maman qui se débrouille à peu près en informatique, mais j'ai mon papa qui se débrouille beaucoup moins bien. Je l'envoie en formation. D'accord. Alors, restez avec nous, parce qu'on reçoit quelqu'un, Marie-Claude Pernel, bonjour. Merci d'être avec nous, avec elle on va continuer dans le numérique, puisque finalement, elle est présidente de l'Association pour la promotion du cinéma des Antilles-Guyane, mais pas que, puisque récemment, vous avez mis en place pratiquement une espèce de, j'ai envie de dire, un outil numérique cinématographique, Sinuca, c'est bien ça? Sinuca, oui. Cinémathèque numérique.
Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement pour les gens qui ne savent pas? Une cinémathèque, c'est un espace, normalement, ce n'est pas nécessairement numérique. Hein, oui. C'est un établissement, il y en a... En général, il n'est pas numérique, il est physique. Il est physique et numérique. Oui, oui. Depuis longtemps, il est passé au numérique, c'est-à-dire c'est un lieu où vous allez trouver comme une grosse bibliothèque, mais dédiée aux films, à tout ce qui est film. Que ce soit les films de cinéma, les films, les reportages, les films documentaires, les films de... On va trouver les émissions de Canal 10. Par exemple, on verra quand on va faire une convention avec Canal 10. Il y a une convention à signer. On y pense, il faut faire une convention avec Canal 10. Je pense qu'il y a un sacré travail à récupérer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'outil que vous êtes en train d'installer, il est caribéen, puisqu'il y a c'est un choix caribéen. Martiniquais et guadeloupéen. Alors, Martinique, Guadeloupe, ça c'est... Oui, c'est pratiquement... Guyane. Oui. Guyane, ça, Guyane le aussi, socle. Oui, la Guyane aussi est dedans. Aussi. Et puis Sainte-Lucie, Antigua, c'est Interreg. Mais ça, c'est les partenaires du projet Interreg. Oui. Mais oui, mais ça veut dire quoi, mais on est déjà aussi un pied à Cuba, un pied à République dominicaine. Oui, parce qu'on avait déjà travaillé avec l'association. Alors, qu'est-ce que le numérique porte de plus en créant une cinémathèque à Sinuca? Qu'est-ce que ça apporte? Déjà, une cinémathèque a toujours une base de données. Oui. C'est-à-dire que, comme les bibliothèques aujourd'hui, lorsque vous cherchez un document, vous êtes obligé de passer par une plateforme numérique. Il y a Internet maintenant. Oui. Mais en plus, aujourd'hui, on se demande, surtout dans nos pays tropicaux, pourquoi conserver des films qui s'oxydent physiquement, et puis, alors que tout est numérique. Oui. Parler d'accès aux personnes âgées, même les télévisions, Canal 10, vous avez fait une plateforme. Oui, bien sûr. Donc, c'est naturel et c'est dans l'air du temps que de vouloir faire d'abord numérique, peut-être après physique. Mais physique, l'association APCAG est aussi l'association du réseau. Donc on peut projeter dans les salles de cinéma, il n'y a pas de problème. Ce qui m'interpelle, c'est de savoir l'utilisation du citoyen. Je n'ai pas encore posé la question à Mme Marcin. Elle a répondu pour les personnes, les seniors. Mais moi, si je suis chez moi, Sinuca, qu'est-ce que ça me procure? Alors Sinuca, il est en construction. On va mettre un an pour Oui, bien sûr. Ce que ça apporte, d'abord, c'est l'usage. Il est aussi bien sur votre portable, sur votre tablette, l'accès télévisé, etc. Après, en connexion Internet. Et de là, il y a plusieurs médiations qui peuvent être construites. C'est pas seulement, c'est pour les professionnels comme vous, les journalistes, les réalisateurs, évidemment, qui ont l'habitude de cet usage. Mais pour le tout public, il y a des entrées par thème. Vous allez dans notre rêve, vous allez par exemple taper carnaval. Et on va vous proposer une liste de films du passé du carnaval. Vous allez taper tennis, vous allez taper football, cyclisme. Oui. Caribéen ou au-delà? Non, caribéen. D'abord caribéen. Non, c'est notre spécialité, c'est la Caraïbe. Sinuca, c'est caribéen. Oui. D'accord. Oui, c'est même notre identité. Margalia, vous voulez intervenir? Mais moi, je suis totalement pour. Effectivement, moi, j'ai aimé ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'est naturel. Aujourd'hui, il est indispensable de passer par Internet, passer par le numérique pour pouvoir avoir une ouverture. Et ce que ça rapporte en plus, c'est que ça donne une ouverture mondiale sur notre culture. Notre culture et nos films. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, si ça ne diffuse pas le film en France ou ailleurs, on ne sait pas son existence. Et ce qui est génial, c'est qu'elle va pouvoir aller sur l'application et servez-vous. Et c'est très très bien, parce qu'aujourd'hui vous m'avez parlé vous avez parlé des personnes âgées, mais pour vous, si les personnes âgées y arrivent, M. Zandolis, pourquoi vous n'y arriverez pas? Je n'ai pas dit le contraire, non, mais je n'ai pas dit le contraire. Non, blague à part. Je vais y arriver. Plus sérieusement, il faut cette ouverture, et il faut effectivement que toutes les villes se mettent à cette ouverture, la Guadeloupe entière se mette à cette ouverture vers le numérique. C'est indispensable. Alors justement, le numérique, on va en parler concrètement, puisque Harold est en direct grâce au numérique, grâce au Facebook, sous le pont de la Gaba, parce que vous savez qu'il y a une opération escargot. J'avais de la chance, vous l'avez... Non, moi je sors de Jarry. Ah, vous sortez de Jarry? Ah, d'accord. Non, Moule, Jarry, ça a été... Aussi, mais tous les deux, vous avez une chance. Harold, est-ce qu'on a Harold? Ça y est, on peut l'avoir 5 secondes, un petit moment. Allez, ça y est. Voilà, nous sommes sous le pont de la Gaba avec Harold. Effectivement, ça ne bouge pas de l'autre côté, très, très lentement. Bon, on attend de voir s'ils prennent... Merci. On attend de voir s'ils... Merci. Non, c'est bon, on va être là. C'est bon. Oui. Voilà. On est boss.
Les unes sont claires, les unes sont claires. Hein? Il m'a fait peur. Monter sur le pont. Je peux monter déjà. Hein? Je peux monter sur le pont déjà. Ok. Donc le collectif qui va rentrer sur Jarry. Hein. Donc c'était bien ça, c'était bien ça. C'est bon. Donc là nous sommes en direct de l'entrée de Jarry, un peu après le pont de la Gabarre. Pour cette opération escargot du collectif qui se dresse contre l'obligation vaccinale. Donc opération escargot qui rentre en ce moment dans Jarry. La circulation est très perturbée donc dans le sens Pointe-à-Pitre Bémao. Mais aussi dans le sens Bémao Pointe-à-Pitre, puisque vous le savez, bon les gens freinent quoi, les gens s'arrêtent un peu pour regarder ce qui se passe. Et donc ça occasionne un embouteillage dans ce sens-là aussi. Mais là c'est vraiment sur Jarry, c'est plus sur Jarry que ça va se jouer. Hein. Donc si vous pouvez évacuer vite, évacuez. Hein. Sinon vous allez rester bloqué, bloqué, bloqué. Canal 10, c'est le numérique. Nous étions donc avec Harold et vous savez maintenant que si vous devriez venir sur Jarry, ce n'est pas la peine de pointer parce que ça va augmenter. Alors, je reviens à Marie-Claude Pernel et Sinuka. En termes de contenu, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, vous avez dit peut-être du carnaval, etc., mais en termes de filmographie même. Mais toute notre filmographie, le problème, c'est qu'on n'a pas de lieu pour les accumuler, au niveau en termes de patrimoine. Vous savez, le combat qu'on mène au niveau du patrimoine, parce que c'est pas qu'une richesse superficielle. Hein, vous parlez d'avenir et on voit les barrages, mais on pense aussi à la Guadeloupe de demain. Oui, bien sûr. Et c'est pour inscrire, ce n'est pas que du superficiel, ça crée des emplois, c'est une perspective d'exploitation de nos images. Oui. C'est placer notre patrimoine dans la modernité. Le patrimoine, c'est le passé, c'est sûr. Tout à fait. Mais il faut aussi penser à l'exploiter. Parce que nous, Guadeloupéens, nous avons un gros capital dans ce domaine-là. Et si on ne fait pas attention, on va rien avoir dans nos mains. Oui, bien sûr. Et déjà, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Pas le Canal 10, mais alors là... Je vous pose une colle. Oui. Quel est le premier film guadeloupéen? Ah, c'est entre Lara et Ferly. Le combat. Elle est forte, elle est forte. Moi, je suis une fille de Jacques Ferly. Oui. Donc, ça veut dire que tous ces films vont se numériser. Oui, il commence. Coco Lafleur a été numérisé en partenariat avec la bibliothèque, la Cinémathèque de Paris. Magali n'était pas née. Donc elle n'était pas née. Non, elle ne connaît pas Coco Lafleur. Elle verra ça grâce à Sunika. Voilà, Coco Lafleur, Mamito, beaucoup de personnes. On parle de Mamito. J'ai pas vu Mamito non plus. Mamito serait d'une actualité pour la Guadeloupe. Moi, c'est à partir de la rue Cazenègre. La rue Cazenègre, Nègre Marron, mais ça, c'est encore que les films. Récent, Nègre Marron est quand même récent, quand même, par rapport aux autres. Récent, mais il faut. Mais Lara, il a une grosse filmographie. Parce que je l'ai reçu ici, c'est là où on a une vingtaine de films déjà. Si je vous cite Le Sang du Flamboyant, Oma Diana, tous ces films, vous ne connaissez pas? Ouais. Et après, c'est l'éternel recommencement quand on ne fait pas attention à notre patrimoine, à notre passé. On dit toujours les premiers. Oui. Et du coup, on ne transmet rien à notre jeunesse. Tout à fait. Or, le premier travail, c'est déjà construire ce récit de nous-mêmes, quoi. Oui, quand Sinuka sera bien établi, tout sera réglé, comment ça va fonctionner? C'est-à-dire que si Mme Marcin veut voir Mamito, comment ça va se passer? Bien, elle va prendre un abonnement certainement mensuel ou alors payer à la connexion, ou alors ce sera gratuit selon les droits négociés avec la production. Oui. Et elle ira sur le site de Sinuka. Elle pourra faire une recherche par sujet, par année, par réalisateur, logiquement, ou alors se laisser porter par... Je pense que ça va être
des programmations thématiques du mois. Il y a des animations. Nous, on a fait le premier festival de films de mémoire l'année dernière. Oui. Et on a projeté un film de 1928. De 1928 1928. Un film tourné en Guadeloupe. Mais oui, c'était un voyage aux îles des Amériques. On va le reprojeter. Ah non, il faut envoyer ça. Alors, moi, j'ai pleuré. Hein. Moi, je vous le dis, j'ai pleuré. Parce que nos ancêtres, nos grands-parents nous racontent. Mais d'où vient ce film C'était nos films. Alors, nos films sont aux Antilles, mais nos films sont à l'extérieur. Oui, on m'a dit en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de films guadeloupéens. Aux États-Unis, parce que nous sommes un pays touristique. Oui. Donc, toutes les personnes qui sont venues filmer la Guadeloupe, c'est ceux que nous allons chercher. Dans leur pays. Voilà. Et là, c'était Voyage aux îles d'Amérique. C'était un journaliste. Vous savez qu'avant les actualités, c'était avant le cinéma. Oui. Donc, c'était Pathé. Voilà. Et on a pu négocier les droits pour faire de Combien de minutes il dure ce film 45 minutes. 45 minutes. C'est super. Il est déjà visible. Mais on l'a passé à la salle Robert Loison. Oui, j'étais pas là. On va le repasser pour toi. Oui, vraiment, t'es bien. Pour le public, on va le repasser, puisqu'on y voit, je sais pas, les hommes porter les tonneaux de Rome, on y voit le Pitacoque, on y voit les marchés. On voit la Guadeloupe de cette époque-là. On y voit les lépreux à la Désirade. Wow. Mais c'est un vrai document, ça. Des documents comme ça, on pense qu'il y en a beaucoup. La Cinémathèque de Bretagne reçoit 5000 films par an. Et peut-être aussi que justement des réalisateurs et des personnes qui ont réalisé des films caribéens reviendront vers vous sur des choses que peut-être que vous ne savez pas qui existent. Oui, etc. Après, c'est une synergie. Exactement. Il faut créer des... Il y a des Guadeloupéens qui vivent à l'étranger, qui ont tourné des choses et qui sont partis, des films de famille aussi. Vous finissez un baptême... un mariage et on voit Pointe-à-Pitre du coup dans les années 40, on voit des 50, images d'un pays effectivement son évolution et on aura aussi des films caribéens, j'imagine. Bien sûr. Oui. Cuba c'est riche en films aussi. Oui, très bien, beaucoup. La République dominicaine, Haïti. Haïti aussi. Trinidad et Tobago. Voyez, donc c'est indispensable. C'est indispensable qu'on ait du haut débit partout pour pouvoir. Ça, il faut du haut débit. Pour pouvoir justement. Alors il n'y aura pas que Netflix, désormais il y aura Sinuca. On a déjà, nous, la PCAG, on a déjà créé. Vous pouvez tous aller sur Cinédil, Caribbean Cinédil, c'est la plateforme VOD des films de la Caraïbe. Je vais noter. Caribbean. Oui. Alors Caribbean Cinédil, CINEDILES. Et vous avez sur beaucoup de courts-métrages et de films documentaires de la Caraïbe. Et vous allez voir, certains nous appellent le petit Netflix. Mais c'est bien. Non, mais c'est bien ça. C'est une bonne initiative. Donc le numérique sert à ça. Je reviens vers vous. J'avais pas fini avec vous. Mais non, j'avais pas fini. Ma collègue est arrivée. Oui, je précise quand même, il faut que vous connaissez, c'est un projet qui est financé par Interreg. Interreg, oui. Conseil régional, le Conseil général, la DRAC Guadeloupe. Alors on me dit souvent que Interreg, c'est lourd à gérer pour monter un dossier. C'est tous les projets européens. Ça réclame une exigence. C'est une très grande rigueur. D'accord. Il faut anticiper, il faut suivre les facturations. Combien de temps 2 ans à peu près pour faire aboutir un projet? Oui, mais c'est-à-dire que c'est aussi un combat à la Cinémathèque. Pour nous, la PAC, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a participé à la database de Trinidad avec déjà un projet européen. Un festival là-bas. Oui, c'était dans le cadre du festival. On avait fait déjà un atelier de scénario avec le fonds de coopération de la préfecture de coopération extérieure. Vous montez petit à petit, vous construisez un petit peu votre réseau. Et avec les mêmes, on peut consolider aussi une équipe qui a le même état d'esprit que nous. Alors, que je comprenne bien, Sinuca, il est basé où physiquement, entre guillemets, je dis bien. Oui, les bureaux viennent s'installer au Moule. Au Moule, oui. D'accord. L'association APCAG. Oui. Et l'association, elle a plusieurs activités. Elle n'a pas que Sinuca, puisqu'elle diffuse et si j'ai un film, je vais vous le transmettre. Oui, vous pouvez aller à l'APCAG. On diversifie l'offre de cinéma en Guadeloupe à travers les salles. D'accord. Et on a ce festival de films de mémoire également. Super. Festival de films de mémoire, quand? Qui a eu la première édition en novembre, mais avec le Covid, c'était pas évident. On n'a pas pu reproduire cette année. Ce sera fait cette année. Ça sera toujours... Si tout va bien. Si tout va bien. Si tout va bien. Alors, je reviens vers vous, Madame Marcin. Alors, est-ce que les Abîmes vont devenir une ville Internet? Mais c'est déjà une ville Internet, M. Zandoni. Ah, c'est déjà? C'est déjà une ville Internet. Disons à 92%. Exactement. C'est-à-dire que les Armands sont installés et je demande, je sais qu'après ce reportage, j'aurai plein de personnes qui vont dire « Et c'est pour quand ? Et c'est pour quand ? Et c'est pour quand ?» Je rappelle que c'est jusqu'à 2023 que nous avons. Le territoire est grand.
Donc nous faisons notre maximum, mais on ne peut pas donner à tout le monde en même temps. Par contre, en 2023, ils pourront venir se plaindre. Mais ça m'étonnerait qu'ils le fassent. C'est pas fait, il faut... Mais non, l'objectif est 100% de foyers connectés pour 2023. Quelle est la population des Abîmes aujourd'hui? 57 000 à peu près. 57 000? Oui. Et quel pourcentage connecté à peu près dessus? Là, on est à 9 637. Mais c'est 57 000 personnes, mais ce n'est pas 57 000 foyers. C'est à peu près 38 000 foyers. 38 000 foyers. Et là, on est à 9 600, mais ça va aller très très vite puisque d'abord, c'est les armoires. Le plus gros, comment on dit, ce sont les gros travaux qui sont les plus délicats. Magali Martin, vous savez quelque chose? Quand je vais à Cap-Esther de Marie-Galante, sur la place de la mairie, je peux être connecté. Est-ce que chez vous, c'est ça que j'allais vous dire. On a le Wi-Fi gratuit aussi. On a 16 spots gratuits. On doit en mettre d'autres. Alors, des spots gratuits en plus dans les zones comme Chazot, comme foyer de Doubs, etc. On a aussi à La Croix. Donc, les personnes peuvent se mettre justement, sortir un peu de chez eux, se mettre sur la place et se connecter au Wi-Fi gratuit de la ville. S'ils veulent. Voilà, par exemple. Cinédile, Caribbean Cinédile. Oui. Bien pour sûr. les nouveautés. Mais dans tous les cas, on sait que c'est une priorité et on sait que c'est indispensable. Le télétravail, par exemple, le télétravail aujourd'hui qui est aujourd'hui à 2 jours minimum, mais qui va être à 3 jours, il faut être connecté pour être en télétravail. Il faut être connecté. Donc, c'est indispensable. Et on met les bouchées doubles, sauf qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, malheureusement. Et je demande malheureusement aux personnes de patienter un petit peu. Juste un dernier point, quand même. Quand on parle de numérique, on dit souvent que ça ne crée pas d'emplois, au contraire, ça efface des emplois. C'est totalement. Alors, c'est un peu comme ceux qui me disaient que Kodak sera toujours l'appareil photo avec les pellicules. Et vous avez vu que Kodak n'a pas du tout fait le virage du numérique. Et aujourd'hui, Kodak n'est plus. Oui. Donc, c'est ça. Il faut faire en sorte c'est la procédure de changement, en fait. Il faut faire en sorte de suivre avec. C'est pas parce qu'on aura, par exemple, le traitement de l'état civil où la personne fait sa demande, elle ne vient pas en mairie, mais elle fait sa demande directement via Internet. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer un poste en mairie. Non. Il faudra peut-être, dans un futur assez lointain, une reconversion de la personne qui fait ça aujourd'hui, qui reçoit les personnes, en autre chose. Mais ça s'appelle la stratégie de changement. Et ça, la mairie des Abîmes avec le DGS. La formation suit. Voilà, le DGS, le directeur des services, mais ça suit. Donc, vous inquiétez pas. On n'est pas là pour supprimer des postes. D'accord. Sinuca, c'est déjà 6 emplois. Oui, alors justement, j'allais poser la même question. C'est d'autres métiers. Il y a le webmaster, il y a les documentalistes audiovisuels, il y a l'infographiste multimédia, etc. Les traducteurs, les rédacteurs de web, tout ce qui est webmaster. Ce sont des métiers que je pense où les Guadeloupéens, où l'excellence guadeloupéenne a sa place en tout cas. Bien. Écoutez, Madame Martin, vous remercie d'être venue rassurer les Abîmiens. Oui. Et elle... Marie-Claude nous explique un peu le processus Sinuca, parce que je n'avais pas pu assister à votre... Alors, prochain peut-être, est-ce qu'il y a une manifestation prévue dans l'air? Il y a quelque chose dans l'air? Mais on attend de pouvoir organiser une journée professionnelle où justement nous allons convier pas mal d'acteurs du secteur pour réfléchir avec nous sur cette question de patrimoine. Nous l'avons déjà fait là au festival des Palmistes en Guyane. Oui. Il y a eu report pour la Martinique. Et on attend, c'est le Covid qui commande malheureusement ces temps-ci. En tout cas, nous sommes preneurs dès qu'il y aura de l'information en ce domaine-là. De toute façon, Canal 10 à double triple parce que il n'y a pas de problème. Le fonds Canal 10. Oui. On dit pareil, Madame Martin. Quand les 92, le reste des armoires seront installés, pas ni problème. Il y a aussi tous les ateliers jeunesse qu'on va lancer bientôt aussi. On aura à parler de ça. Voilà, 13h42, avec un décalage, on prend la deuxième pause et on va se retrouver tout à l'heure avec Edmond Crater. C'est un musicien artiste guadeloupéen qui vit depuis quelques années à l'étranger et qui est un vrai producteur de bonnes choses, aussi bien en texte qu'en musique. C'est un musicien, ancien musicien de Guacassonné, mais aussi qui a produit et qui est vraiment dans l'excellence. Et pas Mounza, oui, ils sont beaucoup ça même d'ailleurs. Mais c'est normal alors. Oui, voilà, à tout de suite. Voilà, il est 13h47. Je vous l'ai dit, on va recevoir un artiste guadeloupéen qui vit depuis quelques années à l'étranger, en France particulièrement, Edmond Crater. Bonjour. Bonjour. Alors, Edmond Crater, il faut le dire, c'est un ancien musicien du groupe Guacassonné. C'est là que connaissez-vous, hein?
Ouais, c'est là nous étions presque voisins. Oui, Victor Hugo. Ouais. Faubourg Victor Hugo. Ouais, c'est ça. Victor Hugo. Il a joué avec Robert Oumarou, avec Rinaldo, avec Anne-Rose. Avec Georges Troupé. Georges Troupé aussi, effectivement. Et donc, depuis quelques années, il est installé là-bas. Et là, il a fait une carrière extraordinaire. On va en parler dans un instant. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est l'UNSA qui fait le point sur le nouveau protocole sanitaire dans les écoles, puisque vous savez qu'il a décidé, le gouvernement français, que désormais, tout le monde, même à 6 ans, il faut masquer. Et donc, l'UNSA pas tout d'accord. On regarde un peu leur réaction recueillie par notre caméraman habituel. La première chose que je déplore et qu'on dénonce clairement à ce niveau-là, c'est que le protocole est arrivé dimanche après-midi à 16h sur les boîtes email des personnels et des directeurs. Donc, rien ne peut se faire, entre guillemets, dimanche. L'administration nationale ne réagit pas, ne prend pas conscience effectivement de ces erreurs constantes et ne fait pondre des circulaires et met les collègues dans l'incapacité de réagir. Les cas de Covid vont pulluler au niveau des écoles, du premier degré au second degré, et les collègues viendront justement et se trouveront démunis justement par rapport à ça. Ce séquençage de tests Covid, J+1, J+2, etc., enfin, comme ils les ont annoncé là, ça signifie en fait des difficultés pour les parents qui sont déjà en difficulté. Les consignes que le ministère nous a données sont des consignes floues, très floues, qui s'apparentent justement à, pour quelque part, du mépris, en disant, voilà, on verra quand le nombre de cas, en fonction du nombre de cas dans les écoles, on verra en fonction de la situation, si on ferme pas, si on ferme la classe, si on évacue la classe. Enfin, c'est des dispositions qu'on ne peut pas gérer. Il y a un ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle le ministère. Et lui, il doit régir et régenter justement sur des éléments clairs. On n'a pas à inventer de nouvelles consignes, à trouver des choses Voilà, on en a assez. Ça, il faut avoir des consignes claires. On sait que tant de cas, tant d'élèves sont positifs, on ferme la classe ou pas. On est, nous, au niveau de l'UNSA, du SEUNSA, clairement pour que les élèves retrouvent le chemin de l'école. Mais ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on va effectivement clarifier les situations et clarifier ce retour à l'école. Là, on met des difficultés au niveau des enseignants, des personnels qui reçoivent les enfants. Voilà, un dernier sujet, mais là on parle de politique, puisque vous savez que le maire, il est ancien maire déjà de Lamentin, Joussin Sapoti, a été destitué, puisque sur ces élections, il y avait eu des contestations. Le tribunal administratif a jugé, et donc les élections du Lamentin seront à refaire. Joussin Sapoti, qui était maire, mais aussi président de l'association des maires, pour l'instant, il va devoir repartir en campagne. Et on a recueilli sa réaction. On regarde. Le tribunal administratif de Basse-Terre avait annulé les élections à Lamentin, estimant que ma communication a été trop favorable, que j'aurais trop vanté ce que j'ai pu réaliser. Et en se trompant bien sûr sur les délais aussi de communication sur ce que j'ai réalisé. Madame Julliard, n'étant pas satisfaite de cette décision, est allée devant le Conseil d'État parce qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est mon inéligibilité. Elle n'a pas réussi. Le Conseil d'État a rejeté toutes les demandes de Madame Julliard. Par contre, le Conseil d'État est resté sur l'avis du tribunal de Basse-Terre et demande que les élections soient refaites partant du principe que j'ai eu une communication qui aurait été trop avantageuse. Et comme je dis à la population, je n'ai fait que dire ce que j'ai fait. Ceci dit, j'en prends acte et je ne discute pas une décision du Conseil d'État, mais nous sommes sereins
puisqu'il n'y a pas de fraude électorale, contrairement à ce que Mme Julia raconte, le tribunal de Basse-Terre a rejeté les arguments de Mme Julia sur la fraude électorale. Le Conseil d'État a rejeté les arguments de Mme Julia et de M. Toribio sur la fraude électorale, disant que M. Sapoti n'a pas fraudé, qu'il n'y a pas matière à prononcer d'inéligibilité pour M. Sapoti. Tout simplement, le tribunal semble et pense qu'il a une communication trop avantageuse. Il faut refaire les élections. Par contre, elle cherche toujours à rendre inéligible M. José Toribio. Et M. José Toribio sera peut-être inéligible à cause de Mme Julia, parce qu'aujourd'hui, il est en cassation à cause de Mme Julia, où le tribunal a déjà 2 fois prononcé son inéligibilité. Et il attend son jugement en cassation. Donc Mme Julia va atteindre peut-être ses objectifs par rapport à M. Toribio, mais concernant Jocelyn Sapoti n'est pas inéligible et ne sera pas inéligible. Alors, je suis encore maire pendant quelques jours, en attendant que l'État puisse lancer les élections. Une fois que l'État va décider de la date des élections, et ça doit se faire très rapidement, c'est-à-dire dans 8 jours, l'État mettra en place une délégation. Cette délégation n'a pas beaucoup de pouvoir. Cette délégation ne pourra que mettre en œuvre, réaliser ce que notre équipe avait déjà engagé, mais ne peut pas engager de nouvelles actions. Cette délégation, bien sûr, va gérer les affaires courantes, mais va surtout organiser les élections. C'est-à-dire avant les élections présidentielles françaises, c'est-à-dire probablement vers le mois d'avril. Alors je voulais dire, moi, parler musique pour l'instant. On va recevoir aussi notre ami Jean-Luc Diviel dans un instant pour son chronique d'Amiso. On reçoit Edmonique Crater, je l'ai dit, musicien du groupe Guacassonné. C'est là qu'il commençait, avec Victor Hugo, il y avait un lot d'autres musiciens. Edmoni, merci d'être là. Alors, dis-nous, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait depuis là au parti Guadeloupe? Eh bien, j'ai fait un lot chemin parce que l'an parti en 83, on montait le groupe Zépi, c'était Freddy Tisset et Eddie Leboin. Ouais. Et après, on fait un album, Petit Jean pour vélo, qui rend hommage à Maître Vélo. Ouais. Parce que si nous pouvons écouter un petit extrait album là, enfin, en mettait, il a bien là, parce que nous n'y en studio là, oui, mais nous écoutons un petit frisé quand même. De tout ça qui rive nous, malgré tout ça nous cachembe, nous c'est petit anègre marron, toujours un mérou petit anègre marron. Mi carnaval en pays là, calvaca dans la rida, mi c'est masla nous aller, pour y vider en nous aller. J'ai senti frisé à Marounage. Qui en est où fait ça? Ça récent. En fait, ça c'est ça sorti en numérique, ouais. en digital. Ouais. Là, c'est juste un EP en sortie qui a daté des 1 mois à peu près. 1 mois à peu près. Voilà. Bon. Mais là, son vision très moderne déjà. Absolument. Alors, qui j'aime quand joue bien musique là, ça? Musique là, ça, c'est musique en moins. Hein? Ouais. En fait, c'est musique. Pas qu'il y ait ni Gouka moderne, ni rien. Non, c'est-à-dire que moi, quand je travaille avec des thèmes, ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire un thème, un album avec des chansons très tambour-voix, mais ouais. En cas explorer en l'eau univers, c'est ça qui a intéressé moi, parce qu'en cas essayer de vivre étant en moins, quoi, simplement. Ouais, ouais.
Et qui genre musique là ça parce qu'ensemble quand on prend le prix ou passer à 6 France Inter ou France Culture tout ça qui genre en bas là c'est mon yo ka apprécier musique en relation. Yo ka apprécier en lot à l'étranger parce que là en fait même à la BBC en tant playlist à Gilles Peterson. Ouais. Et après nous à Malte, nous en Allemagne, nous en l'autre côté dans des playlists américains, il y avait légendaire DJ Cut Chemist qui jouait album en moi à New York aussi, à Paris. Et puis bon, on a fait travailler en moins tranquillement, voilà, c'est ça. Et ça veut dire qu'il faut ici, on joue nous temps de petit bois en direct. Oui, mais justement, le 5... Après-demain. Le 5, c'est... encore quoi, c'est mercredi, le 5. Oui, c'est mercredi. C'est mercredi, oui. Après-demain, c'est vrai. Ouais. Nous avons joué à l'appart, et là, on a présenté, il y avait plateau, il y avait Thierry Galvani, il y avait structure à spectacle. Spectacle. Donc, nous avons présenté travail en nous et qui font captation et pour plateforme et puis nous avons travaillé ensemble, quoi, voilà, parce que Thierry, son bouc qui a coué un travail là. Nous, il y en a, j'avais eu, hein, il dit moi ça. Ah, il dit ça. Il dit moi super, il dit moi bon. Donc, voilà, nous couvrons parce qu'ils font un bon travail. Absolument. Voilà. Tu as parlé de numérique, tu es là, quoi. Mais nous, en plein thème là, parce que son bouquin est avant-gardiste et il apporte l'homme en œuvre et pour nous, visibilité à la musique à pays là et au-delà des pays là même, il a encouragé les artistes qui... Mais Edmoni, on n'a pas musique seulement, on fait des points là. Ouais, mais... On fait le livre aussi. Oui, on fait un livre avec Piotr Barsoni, Tambour, et après on fait un deuxième nom, c'est Kalimbo, on livre 10. On a fait l'autre projet parce que nous payons ni temps pour nous parler de tout ça, parce que depuis temps, on l'a chimé déjà fait, quoi. C'est-à-dire que en trappé un diplôme d'État au Conservatoire de Lyon. Au Conservatoire, il faut dire ça aussi, voilà, on a enseigné au Conservatoire de Montauban. Et depuis peu, en directeur artistique d'un festival, c'est Place au Goka aussi. C'est la ville de Montauban qui créait festival là. Créé un festival en bas. Créé un festival pour Bagokala, visibilité, Forçailles, et pour trouver juste des places. C'est vous qui avez géré ça? Oui, c'est moi qui confie moi direction artistique là. Voilà. J'ai fait venir Sony Troupé et souvent on a invité Roger Raspail et plein d'artistes qui vivent en bas aussi. Qui vivent en bas. On fait venir aussi Lena Blue pour faire un masterclass. Et avec Lena Blue, nous faisons une création là, ça. Ont telle force que le conservatoire du 13e arrondissement avait Chantal Loyal dans un festival live programmé l'année là ça aussi. Alors, en cas de poser une question là, qui Jean Mouna qui vivent Gokala en bas là? Eh bien, Mouna qui vivent Gokala déjà, même si il n'y a pas une histoire là en Guadeloupe, il y a aussi une dimension musicale, quoi. C'est ça intéressant parce que Sony vient faire masterclass, Lena Blue en danse et Roger Raspail, tous ces boucles-là, c'est des acteurs qui travaillent pour... Mais c'est français là, qui a découvert Gokala, et puis ils ne savent pas te connaître du tout. Ni ça qui pas te connaître. Qui conquête ça, c'est loin déjà pour le monde. Oui, bien sûr. Mais ni une nouvelle génération en France qui a découvert Gokala, qui a joué, qui a chanté, qui a côté Marseille, côté tout partout, quoi, parce que il a senti force sa musique là, quoi. Et musique à Nifos. Ah oui, Nifos ça il y a une histoire de toute façon. Il peut pas Nifos, quoi. Et vous-même, faut dire ça, vous êtes un artisan à Guacassone à l'époque là, ça. Oui, bien sûr. L'occasion, j'ai parti à Via là, ça. Quand on dit jours, plus de 30 ans après, de 40 ans après. Ah oui, plus de 40 ans. Eh bien, ça a été très formateur. Il y avait des boucles en Georges Troupé. Et à présent, en fait, la boucle est tournée parce qu'on a travaillé en lot avec Sony. D'ailleurs, c'est Sony qui pour le monde qui passe, il faut savoir que Sony, c'est garçon à Georges. Voilà. Et Georges était à Guacassone. Et il était à Guacassone avec nous et avec Robert Omarou, on battait les selles, nous poser les premières pierres. Il y avait bien sûr Café, Gérard Loquel des Goka modernes. Et après, Sony, naturellement, il baignait dans ça. Ils font un grand chemin international. Et puis, Sony nous a croisé nous souvent. Et c'est qui a porté le projet là avec moi.
pour captation là, le 5 à la porte. À la porte, que nous pouvons rater ça. Alors, notre but, c'est que nous avons dit ça depuis qu'on est là, et qu'il faut, ces livres-là, on fait pour des jeunes Guadeloupéens. Nous avons dit ça, nous avons invité. Bien sûr. Pour venir en Guadeloupe pour présenter ça. On est très content parce que c'est un livre qui a fait le chemin, parce que le livre là, ça, en fait, livre là, ça nous arrivait à ni prix francophone de l'éducation nationale à Abidjan. Ouais. Et nous ni aussi prix Octogone. Il y aurait maintenant à dans maison à Charleville-Mézières des grands écrivains français là. Ouais. Et donc nous c'est un livre qui toujours d'actualité parce que histoire a un sens, même aujourd'hui jour. Voilà. Et alors, Edmonie, ça veut dire, est-ce que la Guadeloupe aide vous? On n'a pas à penser parce qu'on a travaillé pour la Guadeloupe. On a travaillé pour le rayonnement du pays là. Et voilà. Et donc, comme un pays là, il faut ça à l'extérieur. Et puis, bien sûr, c'est ça qui est important, quoi. Ouais. En tout cas, moi, radio, merci d'être venu, mais c'est payé dernière fois, puisqu'elle y en a déjà fait. Bien sûr. Et elle a annoncé qu'au mois de novembre, la Kavina là, il y a un caribule. Il y a un caribule avec nous, parce que c'est normal que par rapport à la musique là, on va faire là. Et il y en a déjà pour les jeunes Timon, ça c'est fondamental. Oui. En tout cas, Edmonie, radio, merci, on est content d'être vrai. Moi aussi. Et Guadeloupe, content d'être vrai aussi. Et on a les amis ici quand même. Bien sûr. Ouais, oui, les amis musiciens. Oui. Et Caressien Léonard. Voilà, 14h04. Alors, nous, oui, est-ce qu'on peut encore voir le Eda Misso, puisque c'est un enregistrement? Oui, on peut le passer. Oui, Eda Misso. Regardez ça, dis-moi, dis-moi ça, on va ramasser. Dis-moi ça, on va ramasser. C'est Jean-Luc. Beauté, Django, bien bonjour. Alors, aujourd'hui, dans Eda Misso, j'aurais souhaité, et pour commencer l'année, traiter d'un phénomène de société nouveau que nous avons vu apparaître chez nous. Je l'ai intitulé volontairement « L'affaire des républiques ». Pourquoi un tel titre? Vous n'êtes pas sans savoir qu'au gré de la mobilisation sociale qui a démarré mi-novembre 2021, nous avons vu fleurir en Guadeloupe toute une multitude de républiques. Alors, citons tout de suite quelques exemples. Vous voyez que, par exemple, l'Avboucan s'est revendiqué comme république, en fait, la jeunesse. À droite, c'est le Périn. À Morne-à-l'Eau, vous avez la République de Marieux ou la République autonome de Morne-à-l'Eau. Mais ce n'est pas uniquement cela. Vous avez aussi à Port-Louis un essai, l'armée des moustiques, ou la République de Sainte-Marie. Bon, tout ceci se fait avec beaucoup d'humour et dénote d'une revendication territoriale, mais c'est très très localisé. Cela prouve que même dans les plus grandes adversités, eh bien, nous savons faire preuve d'un certain humour. Pour aller plus loin quand même, je souhaiterais que nous définissions d'abord ce qu'est une république. République, c'est un terme qui provient de la locution latine res publica, ce qui signifie la chose publique. La république désigne un mode d'organisation dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants de la population, généralement élus, et où le chef d'État n'est pas héréditaire et n'est pas le seul à détenir le pouvoir. Je reprends. La République, c'est un mode d'organisation pour un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants de la population, généralement élus, et où le chef d'État n'est pas héréditaire et n'est pas le seul à détenir le pouvoir. On peut y voir là une réponse qui met un terme à ce que l'histoire de l'humanité a pu connaître, c'est-à-dire la monarchie de droit divin où on est chef d'État de père en fils. Mais notre phénomène nouveau d'apparition de républiques localisées, on peut se demander à quoi il correspond et qu'est-ce qu'il annonce. Est-ce une partition de la Guadeloupe ou une volonté exprimée d'un désir de gérer soi-même les affaires de son quartier, de sa section? Alors, s'il s'agit de parler de partition, on peut dire que non, puisque tous ces jeunes se revendiquent quand même guadeloupéens avant tout.
Alors d'où vient le fait qu'ils puissent se constituer localement au niveau de leur quartier, de leur section, en république. À quoi ressemble ce phénomène? Alors, pour mieux saisir ce phénomène, nous allons faire un petit rappel et nous allons définir ce qu'est la pensée symbolique. La pensée symbolique, c'est la vision qu'un peuple se fait du monde. Elle conditionne l'apparition de sa langue, de sa spiritualité, de ses traditions. Et c'est un caractère permanent. Il est aussi indélébile que notre ADN. Cela veut dire que cela se transmet de génération en génération. C'est un peu comme l'épigénétique, comme pourraient dire certains. Il faut dire aussi que ce sont des caractères qui naissent dès la préhistoire et sur laquelle se construit vraiment une civilisation, à commencer par la langue commune qui sert de socle à la construction de cette civilisation et la manifestation de ses traditions. Autrement dit, cela veut dire que ce que l'homme a déjà fait, il est capable de le reproduire dans le futur. Même si à un moment donné de son histoire, l'homme perd une partie de sa mémoire ancestrale, il va reproduire les mêmes schémas d'une façon nouvelle, mais sans avoir conscience de s'inscrire dans la lignée de la tradition de ses plus lointains ancêtres. Ainsi, à gauche, vous allez voir la représentation du pharaon Haï, en fait un général d'armée qui a dirigé l'Égypte après la mort de Toutankhamon, et remarquez tout de suite qu'il porte une peau de léopard en tant que prêtre Sem, ou prêtre du Ngué, parce que Ngué, ça désigne le léopard, et c'est celui qui est en charge de faire les rites funéraires. Là, il porte entre les mains une herminette, et cette herminette sert à pratiquer le rite de l'ouverture de la bouche, qui est un rite funéraire. À droite, vous allez voir que nous avons une reproduction d'une toile, le portrait grandeur nature de Louis XIV, qui a été un souverain français et l'un des plus connus, qu'on désignait sous le vocable de roi soleil. Mais ces deux individus partagent le même élément culturel, parce que, en fait, vous verrez que Louis XIV porte une hermine, mais cette hermine n'est qu'une réécriture du rite ancien pharaonique où le monarque porte une peau de panthère. Donc l'hermine, c'est une image de la peau de panthère. Et c'est le chercheur Jean-Claude Boly qui a mis ce trait de caractère en évidence. Cela revient pour nous à étudier ce qu'est la société politique traditionnelle africaine. La société politique traditionnelle africaine. La société politique africaine, disons-le tout de suite, est monothéiste et matriarcale. Elle repose sur la solidarité et le partage, et c'est une organisation fédérale dont la base est le Lakou. Le Lakou, vous connaissez, vous voyez, nous qui habitons la Guadeloupe, nous avons souvenir du mode sociétal initial de la Guadeloupe, enfin des afro-descendants, et nous habitions dans des Lakou. Donc vous voyez que ce que je vous dis à propos de la pensée symbolique se vérifie d'abord chez nous. Et comment cette société était organisée? Eh bien, vous aviez d'abord des lignages familiaux qui sont symbolisés par le droit. Un droit, eh bien, c'est un lignage familial. Et parmi les enfants issus de la même mère, le plus grand des frères est désigné chef. Il n'hérite de rien, il ne peut rien transmettre à ses enfants, mais il est en charge des rituels en lien avec la terre. Et pourquoi il ne peut hériter de rien? Eh bien, c'est pour ne pas être juge et partie, parce que c'est lui qui arbitre les possibles litiges fonciers, et comme seules les femmes héritent de la terre, pour avoir cette neutralité, eh bien, on choisit un homme, le plus grand des frères de la famille, et lui, il n'héritera de rien, donc il n'aura pas de tentation d'avantager telle ou telle de ses sœurs. Mais à un moment donné de son histoire, ces sociétés qui, disons-le, vivent en autarcie vont s'associer. Donc, les lignages familiaux vont s'associer et vont constituer des villages
on passe du lignage familial au lignage social. L'image, c'est la main, puisque plusieurs doigts vont s'associer. Donc, plusieurs lignages familiaux vont unir leur destin et ils constituent un village. Les chefs de famille se constituent en conseil, ils élisent parmi eux un chef. Souvent, il est issu du plus ancien lignage familial à avoir fait alliance avec la terre. Le conseil arbitre les possibles litiges fonciers et le chef est en charge des rituels avec la terre. Plus tard, ces mains vont s'associer, ces lignages sociaux vont s'associer pour donner le bras. Et plusieurs lignages sociaux vont unir leur destin. Les chefs de village vont se constituer en conseil et ils élisent parmi eux un chef qui est appelé Laman. Et ce nouveau territoire va devenir un Lamana, c'est-à-dire un pays. Et ce dernier a un vrai pouvoir politique. Il a le droit de lever une armée pour défendre le Lamana. Et donc, le Lamana, c'est une province. L'Égypte pharaonique, c'est une fédération de Lamana. Application. Faisons un peu de politique fiction. Si nous devions appliquer ce modèle ancestral chez nous, comment ferions-nous pour devenir maire? Eh bien, pour devenir maire, il faudrait être désigné chef de famille, être élu ensuite chef de quartier, être élu chef de section et ensuite être désigné chef de toutes les sections, donc maire de la commune. C'est-à-dire qu'en devenant chef de famille, on siège au conseil du quartier, puisque ce conseil de quartier réunit tous les chefs de famille. Ensuite, dans une section, on réunit tous les chefs de quartier. Et dans le conseil des sections, c'est-à-dire tous les chefs de section, eh bien, on désigne le chef et c'est lui qui devient le maire. C'est celui qui deviendrait le maire. Donc, pour être maire, la première des conditions, c'est d'abord être chef de famille, être désigné chef de quartier, puis chef de section, et ensuite désigné maire. Notez au passage que la notion de parité homme-femme ne se poserait pas dans les mêmes termes que dans les sociétés occidentales. Vu le nombre de femmes chefs de famille que possède notre pays, cette parité se ferait naturellement et n'aurait pas besoin de l'appui d'un décret. Donc, quelle suite logique pourrait prendre les républiques dans ce modèle? Eh bien, il faudrait pour cela qu'il y ait la République fédérale de Guadeloupe qui réunirait toutes ces républiques, si on s'en réfère au modèle ancestral. Et donc, à ce moment-là, comment être élu président de région? Eh bien, il faudrait d'abord être chef de famille, être élu chef de quartier, être élu chef de section, être désigné chef de commune, c'est-à-dire maire, et ensuite que les maires votent entre eux pour désigner un chef. Et celui-là deviendrait le chef du territoire guadeloupéen, c'est-à-dire le président de région. Les garde-fous. Ce système-là a été pensé au bout de plusieurs dizaines de milliers d'années et c'est pourquoi il est stable en Afrique traditionnelle. Il n'y a ni majorité ni opposition parce que le pays, comme c'est une fédération de lignages familiaux, donc il est perçu comme une grande famille par alliance où chacun participe aux décisions. Le chef n'est pas au-dessus de la loi. Le chef ne décide de rien. Il rapporte et fait sienne la décision du conseil. Ça, c'est très important parce que vous voyez qu'il y a un contre-pouvoir. Le maire ne fait pas ce qu'il veut. Le chef, le roi, ne fait pas ce qu'il veut. Il doit se conformer à la décision de son conseil. Quand il dit « j'ai décidé » ou alors « nous avons décidé », ce n'est pas un simple « nous » de politesse. C'est qu'il s'exprime au nom du conseil et de ce fait, étant chef, eh bien, la décision du conseil prend vie et est consacrée. Les élus, et ça c'est très important, ne perçoivent pas de rémunération parce que servir son pays, c'est un devoir. Donc, il n'y a pas de tentation de dire, par exemple, en cas ils font Koumé, voilà, il faut d'abord être un chef de famille et suivre la procédure. Donc, n'importe qui ne peut pas être chef du pays, chef de la commune, chef de section, chef de quartier. Il faut être désigné, il faut être élu. Par contre, s'il n'y a point de rémunération, les besoins de chaque
élus sont pris en charge par la communauté et ils ne peuvent rien transmettre, ils n'héritent de rien. Voilà. C'est un peu ce mode de neutralité que nos ancêtres ont mis au point au bout de dizaines de milliers d'années de cheminement sur cette terre. Alors, voilà un peu cette politique fiction que nous voulions faire aujourd'hui, histoire aussi de présenter ce qu'est la société politique traditionnelle en Afrique. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez toujours vous référer à l'école Fomboa-Ouchikam, 06 90 20 67 16, qui est un atelier où nous étudions profondément tous ces aspects. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ibout. On a vraiment débordé sur l'horaire, mais enfin, c'est des choses qui arrivent. Je rappelle rapidement qu'on a reçu en début du journal David Nemor, le maire de Petit-Bou, qui est venu présenter ses vœux à sa population, mais aussi surtout expliquer comment son cheminement depuis 6 mois, c'est le plus jeune maire en tant qu'élu en Guadeloupe. Ensuite, nous avons reçu Mme Magali Marcin, élu délégué au numérique à la jeunesse et à la ville des Abîmes, Marie-Claude Pernel, président de l'association pour la promotion du cinéma Antigua, est venu nous présenter le projet Ciné-Suka, cinéma numérique. On a beaucoup parlé de numérique aujourd'hui. Edmoni Crater est revenu après près de 40 ans, presque 40 ans, pas ni 40 ans, mais enfin presque, qui a quitté la Guadeloupe. Et il vient présenter nous ça qu'il a fait. Et ça qu'il a fait, c'est fondamental. C'est dit ça qu'il faut nous trouver ici, hein, c'est dit ça. Oui, normalement, nous, les tissus pas trouver ici, bon. Déjà. Et on peut commander, mais c'est vrai qu'on vient pour faire travailler là, ça, pour mettre 10 là en distribution ici. En distribution. Et dans 2 jours, ou quand ils font on sonne, on va dire, ouais, spectacle. On concert avec... On concert et spectacle. Nous voyons ici dans le okay, super. Et nous, ça, nous avons l'occasion d'inviter Edmoni très prochainement à nos manifestations que fait au mois de novembre l'année là, si tout bien qu'aille bien. Et puis Jean-Luc Divial, avec lui à partir des Républiques, s'est créé pendant la crise sociale, il a expliqué l'origine de ceci. Il faut nous dire 2 petits mots seulement. C'était le premier déboulé quand on avait la Pointe-à-Pitre, vous voyez, hein? Regardez ça si en télé là ici donc. En direct. L'UNSA a fait le point sur le nouveau protocole sanitaire dans les écoles. Réaction de Jocelyn Sapoti qui a été destitué en tant que maire et il dit qu'il n'y a pas un inéligible comme ça arrivé pour maire Sainte-Rose et donc il a représenté aux élections qu'il y a une délégation qui prend en mairie là pendant les 3 mois et probablement au mois de mars ou avril. Plutôt mars, qu'il y a une élection municipale à Lamentin. Voilà, nous bout pour aujourd'hui là, réalisation Nicolas, Kevin et aussi qui nous a oh là là, nous a échappé. Mais il était là en réalisation avec nous, la Greg qui était là en direct pour la réalisation et nous étions bien contents de retrouver les autres. Bonne année, nous avons dit ça encore. Et on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL News en direct de Canal 10, de RHT et de C10FM. Voilà, il bout pour aujourd'hui là.